Bonjour, on va entamer une table ronde plutôt à plat, à la suite de l'excellente intervention de Monsieur Colson, et je recommande ses vidéos sur YouTube. C'est un régal. Alors il s'agit de savoir finalement depuis un siècle que les lois répressives sont apparues. On entend assez ? Donc les lois sont apparues depuis un siècle, que les lois sont apparues sur la répression des usages de stupéfiants, de drogue. Ce que nous, finalement, funambules entre répression, réduction des risques, nous sommes capables de faire. Et ici, cette table ronde, elle a pour vocation envisager de travailler avec la loi plutôt que contre ou malgré elle. Et l'idée est donc de poser ce que la pratique quotidienne nous amène à faire, alors que nous prenons en charge ces patients pour certains, probationnaires pour d'autres, et la marge de nos rapports avec eux et le droit. Donc on va partir à partir d'exemples, et je remercie Patrice et Armel qui vont commencer le sujet sur les produits, enfin à partir d'un exemple de délivrance de méthadone, je crois, en ville, et les leçons à en tirer dans le cadre légal ou hors légal. Je leur laisse la parole. Donc on va vous présenter un travail issu de notre expérience Armel et moi, notre travail en binôme, où nous avons croisé la loi, justice, les addictions et surtout la santé. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Armel Cross, docteur en pharmacie. J'ai exercé pendant des années dans une officine très investie dans le suivi et l'accompagnement des patients sous traitement de substitution aux opiacés. J'ai rejoint il y a 3 ans l'équipe du Centre de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie, le XAPA de la case OT, porté par l'association Réseau OT, et plus récemment les équipes des XAPA Sud et Ouest de l'Association nationale de prévention d'alcoolologie et addictologie, l'ANPA. Oui, on se présente, voilà. Je suis également au conseil d'administration du Réseau OT et j'interviens au sein du conseil scientifique du Réseau régional d'addictologie, porté par l'association SAOME. Voilà, c'était pour la présentation. Ensuite, pour moi, en médecine ambulatoire, la triangulation patient, usager, prescripteur, pharmacien est une entité mouvante à élaborer entre les 3 parties, en tenant compte des cadres réglementaires, déontologiques et personnels de chacun, le tout permettant la construction d'une relation thérapeutique essentielle pour le patient. Pour moi également, dans un XAPA, la relation thérapeutique essentielle entre le patient usager et le centre se construit avec le patient et toute une équipe, le tout dans une pluridisciplinarité, une transdisciplinarité complémentaire, toujours dans un respect commun des droits et devoirs de chacun. Moi, je suis médecin généraliste, exerçant en cabinet de ville et au XAPA de la case OT. Je suis président du Réseau OT, association pionnière à La Réunion dans le développement de la politique de réduction des risques et des dommages. Donc le Réseau OT, ça œuvre dans la prévention, l'accueil des usagers par un CARUD, Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, et dans le soin par un XAPA. Je suis également président par intérim de l'association SAOME, qui est un des organisateurs de ce colloque, qui porte notamment la plateforme d'échange d'informations et de drogue et dépendance, mais aussi un réseau régional d'addictologie et son conseil scientifique, qui est ou qui peut être un véritable laboratoire d'addictologie à La Réunion. Et il y a aussi à SAOME un service de prévention. Donc, on l'a déjà dit, on le redit, c'est un marronnier, donc il n'existe pas de société sans drogue, et surtout, le meilleur producteur de drogue au monde, c'est notre cerveau. Ce qui fait que l'addictologie, cette pathologie du trop, cette pathologie du conflit entre le vouloir et le pouvoir, nous renvoie sans cesse à cette dualité de l'intime, plaisir-souffrance. L'accompagnement des maux MAUX de nos patients devient souvent une croisade, tant pour eux que pour nous soignants, croisade qui dépasse largement la dimension du soin. Diapo suivante. Alors bien avant de croiser le regard sur la question de l'addictologie, la justice et la santé ont souvent croisé le fer avec comme pilier juridique, on a déjà parlé, la loi du 31 décembre 70. On l'a déjà dit hier, de nombreux rapports sont penchés sur cette question, j'ai pu y revenir, Le Pelletier en 78, Henrion 95, Roch, Reynaud, etc. Et tous ont quasiment proposé des aménagements de cette loi
dans la direction de la dépénalisation des usages. En pratique, on retrouve beaucoup de frictions, on en a parlé aussi avec Arnaud ce matin, au niveau de l'État, en 87, entre le ministre de l'Intérieur Michel Barzac et le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua et le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé Michel Barzac, qui a rétabli la vente libre des seringues en officine en 87. Au niveau associatif, les programmes d'échange de seringues, les premiers programmes d'échange des seringues de Médecins du Monde, où les patients sortaient des bus et se faisaient choper par les forces de l'ordre au coin de la rue. Au niveau des soignants, l'affaire Temgesic à La Réunion en 94, où j'ai commencé ma carrière en édictologie en garde à vue. L'affaire Artan aussi en Réunion 2016. Subutex, Metz 2016, Limoges actuellement en 2017. Et je laisserai à mes amis de l'océan Indien, s'ils le souhaitent, évoquer les affaires qui émaillent leurs faits divers. Alors, nous vous proposons ici, on a voulu croiser les regards avec nos visions un petit peu à nous. Donc, pour nous, la vision événementielle, donc tout ce qui concerne les médias, pour nous, ont une vision justement événementielle de la question et charrient à longueur de temps les idées reçues, stigmatisant les patients, on les voit comme dangereux, les soignants des dealers et les politiques laxistes. Du coup, voilà, c'est une question. Pensez-vous que cela puisse inciter les soignants à s'orienter vers la dictologie alors que d'autres disciplines sont bien plus rentables, moins chronophages et moins risquées? Une autre vision au point de vue sécurité publique sur lesquelles on distingue souvent, donc loi-justice, un distinguo, drogue licite, drogue illicite. La loi et la justice s'intéressent plus aux conséquences sociétales des usagers de drogue légales ou illégales. Cette vision sécuritaire nécessaire permet de poser un cadre, mais comment faire avec nos patients dont le symptôme principal pour certains est d'être justement hors cadre? Hors cadre légal car consommateur de produits illicites, hors cadre légal car mésusant le médicament, hors cadre de soins car dans l'automédication, hors cadre avec mode de vie souvent marginalisé, subi ou volontaire. Donc comment aborder ce patient qui rencontre, lorsqu'il franchit la porte d'un XAPA, d'un cabinet médical, d'une officine, un nouveau cadre et qu'il peut se trouver confronté avec des professionnels dont l'exercice, entre autres, est régulé lui-même par des dispositions réglementaires, selon des codes, la déontologie, l'éthique, et faire que ce patient, cet usager, se sente acteur de sa santé. C'est toujours moi. Et maintenant, d'un point de vue vision santé publique, donc il y a la définition donc de l'addiction comme donc elle a été définie hier. Je ne vais pas revenir dessus, mais on va quand même citer celle de Goodman en tous les cas, mais on va redonner celle de Dr Carilla et du Dr William Lowenstein. L'addiction pour nous soignants est une pathologie cérébrale multifactorielle, chronique, récurrente, caractérisée par la poursuite d'une consommation ou d'un comportement pour lutter contre une souffrance malgré des conséquences sur la santé. On continue avec des illustrations donc cliniques donc qui sont basées sur notre pratique, et c'est vrai qu'avec Patrice ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble. Donc je pose le cadre théorique sur la législation de la méthadone. La méthadone, donc c'est un traitement de substitution aux opiacés. La prescription initiale de ce traitement, donc elle se fait donc dans un XAPA avec un traitement quotidien, et en fait on voit il y a un certain cadre légal, on vérifie certaines choses et on titre donc le dosage de la méthadone pour trouver le dosage qui va faire que cette personne se sente bien au sens large du terme. Et une fois que ce patient est stabilisé avec un dosage et qu'il s'est stabilisé même, on va dire au global dans sa vie, on y reviendra sur le rôle du XAPA, on fait un relais en médecine ambulatoire. Voilà. Ensuite, je laisse Patrice expliquer un cas. Donc ça, c'était juste pour poser le cadre de la théorie sur la dispensation de la méthadone. Une première vignette clinique, un premier cas clinique sur, par exemple, on va parler de l'océan Indien, relais de patients mauriciens qui sont traités par méthadone à l'île Maurice. On l'a vu hier avec Pounam. Faut-il les renvoyer? Enfin, ils viennent à La Réunion, ils se présentent dans notre cabinet avec une ordonnance en bonne et due forme d'un médecin mauricien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les renvoyer vers un XAPA ou l'hôpital, alors que leur ordonnance est tout à fait, du point de vue éthique, est tout à fait correcte, et sachant aussi que la législation entre Maurice et La Réunion est différente à ce sujet. Donc c'est une question. Enfin, en pratique, moi je renouvelle les ordonnances.
de la même façon que l'ont fait mes confrères mauriciens. Donc un premier exemple. Un autre exemple, cette fois-ci c'est à La Réunion, mais toujours un patient mauricien, séropositif VIH et VHC, qui vit à La Réunion depuis longtemps, qui prenait du Subutex depuis des années, mais qui était à mon sens mal approprié et que je voulais orienter vers la méthadone, et qui résistait à mes propositions. Il va, au cours d'un séjour à Maurice, il s'initie dans la rue à la méthadone, enfin, ou plutôt à la métabave dont parlait hier Pounam également, et il revient au cabinet avec une expérience très positive de ce traitement par méthadone. Donc j'essaie d'avoir un rendez-vous au XAPA, mais on me dit ouais, pas avant une semaine, alors qu'il est déjà sous méthadone depuis 10 jours. Et la prescription de Subutex est dangereuse. Il y a interaction médicamenteuse avec la méta qui peut provoquer un syndrome de manque grave. Et puis d'autre part, moi je souhaitais profiter entre guillemets de cette opportunité de la mise en place de la méthadone. Que faire dans cette urgence? Orienter vers l'hôpital, qui n'est pas vraiment adapté, puisque le XAPA, ça le faisait pas, il y avait une semaine des délais. Donc organiser, en fait en pratique ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un relais temporaire en accord avec l'officine du quartier, la sienne, avec délivrance quotidienne jusqu'à la consultation du XAPA. Il faut savoir que là, nous sommes totalement dans une prise en charge hors cadre sur la réglementation, mais logique et humaine sur le plan éthique, et je dirais en accord avec le code de la déontologie, article R 4127-8. Je connais pas par cœur, mais bon, je me suis renseigné. Voilà, moi je voulais vous parler d'un cadre aussi d'une situation qui m'est arrivée à plusieurs reprises, et je vais vous expliquer juste la fois où j'ai fait comme la loi et comme je dois le faire selon la réglementation, et après comment je l'ai fait par rapport à mon expérience aussi clinique avec ces patients qui sont dépendants à certains produits. Donc c'est imaginez un samedi à 12h30 le patient qui arrive qui n'a plus de traitement de méthadone. Qui évidemment me demande de lui avancer ce produit, ce que légalement, selon le texte, la délivrance par procédure exceptionnelle de la méthadone, décret du 5 février 2008, est interdite. Donc là, je suis assez jeune aussi dans le métier, donc je me réfère au texte, et après le dialogue passe plutôt bien avec ce patient parce que je le connais quand même, et je lui dis écoute là, je suis désolée, je ne peux rien faire, les médecins ne sont plus là, donc je l'oriente vers SOS médecins. Donc je sais que le cabinet des SOS médecins est ouvert, je l'oriente sinon au service des urgences. Donc le week-end se passe, je suis pas forcément à l'aise avec ça, mais je m'en réfère à mon cadre légal. Et donc le lundi, je le revois et ce patient m'explique. Donc là, il a entre-temps pu revoir Patrice, puisque là pour le coup c'est Patrice qui le suivait. Et donc je me rends compte qu'il a passé 5 ou 6 heures aux urgences le samedi après-midi, sachant que moi déjà quand je l'ai vu, il était pas très très bien. Et qu'aux urgences, à l'hôpital, on lui a donné de la morphine. Donc en fait, ok, il a eu un opiacé, certes, il a eu quelque chose qui dans son cerveau peut l'aider, mais après, on est quand même sorti de ça. Enfin, ça l'a complètement déstabilisé. Donc fort de cette expérience, je réfléchis pas mal, j'en parle aussi avec mes confrères médecins. Et puis je me retrouve confrontée assez fréquemment à ce genre de situation. Un autre jour, la veille d'un jour férié, un patient qui a prévu de partir à Mafate pendant 2 jours et qui est stabilisé sous méthadone, que je connais aussi plutôt pas mal. Et puis il me dit qu'est-ce que je fais? Je dis là, je prends sur moi, je lui donne le traitement pour ces 2 jours de départ à Mafate, et je lui dis écoute, moi dès que je peux, j'en informe le médecin parce que je suis censée, mais là je ne pouvais joindre personne. Et je prends sur moi, je te donne ton traitement et on se revoit samedi matin lorsque le cabinet médical est ouvert, et voilà. Donc c'est juste, je l'ai fait parce que c'est vrai que effectivement je suis hors cadre légal. Si mon inspection passe le lendemain, que j'ai une sortie de médicaments stupéfiants de mon stock, je pense que ça va aller très très mal pour moi. Mais je me voyais absolument pas laisser ce patient en manque, quoi. Et juste, je sais que je vais empiéter un peu, j'avais pas prévu de parler de ça, mais ce matin, je sais pas si vous avez eu l'occasion, sur France Inter, ils parlent des gens qui travaillent la nuit, et il y avait le témoignage d'un pharmacien qui travaille, c'est une officine parisienne qui est ouverte 24 heures sur 24, et c'est vrai qu'on peut se sentir interpellé, cette récente législation sur la codéine,
qui n'est pas qui est explicable, etc. Mais moi, je pose aussi la question de comment vous faites avec un patient que vous avez vu la veille, à qui vous aviez le droit donc de donner, de délivrer, de vendre une boîte de médicaments contenant de la codéine, avec lequel vous avez instauré une relation thérapeutique parce que vous savez qu'il vient toutes les semaines et que petit à petit vous avez essayé de l'orienter à franchir son cabinet de médecine générale, d'aller dans un XAPA, d'en parler et d'essayer d'évoquer ce mésusage, et que du jour au lendemain, en fait, il vient vous voir et vous lui dit ah ben non, là aujourd'hui c'est fini, la loi est passée, on n'a plus le droit. Donc la personne, elle se retrouve en manque. Elle est pas bien, elle a aussi honte, donc d'aller voir son médecin à ce moment-là, ou même d'avouer, enfin, c'est très très compliqué. Et voilà, j'avais juste envie d'évoquer ça parce qu'il en parlait ce matin, et moi ça m'a fait tilt parce que c'est des situations qui sont vécues. Et voilà. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais empiéter. Et juste, c'était une autre vision que je trouvais intéressante à apporter, c'est ce qu'on vit aussi en XAPA. En XAPA, justement, donc quand je vous évoquais cette dispensation de méthadone quotidienne et cette dispensation de méthadone qui va se faire après, on va décider si c'est toutes les semaines ou comme ça. Mais c'est une contrainte, c'est un cadre, et c'est une contrainte pour les usagers de revenir tous les jours. Mais ce que je trouve opportun dans cette contrainte, c'est que ça permet aux patients en fait de se décentrer de l'urgence du produit et de l'immédiateté du comportement, et on lui offre en fait dans ce cadre une temporalité différente. On lui offre une approche globale de sa santé avec la rencontre d'un nouveau cadre qui va lui permettre un accès aux soins et à la cité, un accompagnement éducatif, psychologique, social et médical avec un croisement de regards réciproques entre le patient et les professionnels. Voilà, je laisse la parole à Patrice. Alors maintenant, une autre illustration clinique sur les médicaments détournés de l'usage. En théorie, les benzodiazépines et les médicaments détournés de l'usage ont une AMM, ils font partie de la liste 1, donc ce ne sont pas des stupéfiants. Et là, je vais vous parler, une AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. En pratique, je vais vous parler de Jimmy, un patient polyconsommateur, donc alcool, Zamal, Artane, Rivotril, etc. Enfin, tout ce qui met un effet, c'est bon, quoi. Donc, d'ailleurs, il s'est longtemps fourni son effet dans la rue, très désocialisé, avec petite délinquance, craint dans le quartier. C'est le petit coq du quartier. Donc, la prescription d'Artane, donc que j'ai mis en place il y a quelques années, donc hors cadre légal évidemment, a été faite dans le cadre d'une réduction des risques sur le plan médical et social, avec mise en place d'un cadre contrat très précis, co-construit entre le patient, le médecin et ou plutôt la pharmacienne, toujours la même. Donc avec par exemple des prescriptions, des délivrances par exemple quotidiennes, si besoin, etc. Donc un cadre assez suivi. Donc ce suivi, il fait partie d'une base une base de réflexion sur la mise en place d'un dispositif encadré de prescription d'Artane dont je vous parlerai, mais dans la table ronde suivante. Alors croiser les regards, c'est pas mal, mais on pense qu'il faut aller plus loin et changer notre regard sur les dépendances. Et donc casser les idées reçues, le patient manipulateur, irrécupérable, les médecins, pharmaciens, dealers ou laxistes. Poser un regard éthique, c'est un regard consensuel qui respecte le patient dans son intimité de vie avec les drogues, d'une part, et qui lui rappelle d'autre part les limites physiologiques, sociales et légales de ses comportements dans un souci permanent de réduction des dommages, loin de toute exigence morale et de tyrannie de l'idéal. La prise en charge d'un patient addict, c'est également une rencontre, une confrontation de deux univers différents, régis par des lois différentes, parfois la seule loi existante étant celle de la rue, la loi d'impulsivité, la loi de l'immédiateté, symptôme de la maladie addictive, maladie du trop, de l'hyper, où notre cerveau reptilien prend le pas sur celui de la raison. En addictologie, chacun a sa place, mais chacun reste à sa place, doit rester à sa place, et on doit pouvoir utiliser la diversité de nos regards, justice, sociale, santé, comme d'autres, autant de portes d'entrée et non des barrières, afin de ne pas rater une possibilité d'accompagnement des personnes addictes, qui se fera en fonction de l'âge, programme de prévention, CJC, statut, en fonction des difficultés sociales ou sanitaires, etc. Merci Patrice et attendez, on en a une petite Armel. On est un peu au bout il me reste encore, il reste 4 minutes. Non, on est au bout du temps des 20 minutes accordées sur votre groupe.
Voilà, je me... Interdit, refusons d'adhérer aux politiques régressives qui génèrent l'insécurité et contrarient les actions de santé publique. On ne part pas de zéro. Beaucoup de choses sont déjà en place et continuent à évoluer dans le domaine des neurosciences, nous permettant de mieux appréhender la dictologie. La révolution des traitements de substitution aux opiacés illustre de façon magistrale le fait que l'addiction, ça se soigne, sans en passer par l'utopie de l'abstinence et le diktat dangereux d'un idéal moral qui n'existe nulle part. Mais combien a-t-il fallu de morts liées au VIH et au VHC, combien de vies ruinées avant d'en arriver là, à oser la politique de réduction des risques et des dommages. Et il faut, nous pensons, continuer en ce sens. Les limites ne sont en effet pas les mêmes pour nous, tous, selon l'angle d'où nous regardons ces addictions, que nous soyons patients, soignants, représentants de la loi, séchellois, mauriciens, malgaches, mahorais, métropolitains, réunionnais, nous devons tous réinjecter de l'humain dans nos réflexions, en proposant de rencontres telles que ce colloque. Bravo et merci à l'ensemble des organisateurs, de l'information objective et éclairée et de la formation réciproque théorique et par l'établissement de protocoles de suivi éthique dans l'esprit d'une co-construction d'un cadre mouvant qui implique une écoute et une souplesse de chacun tout en respectant la loi. Trouver une sorte de cadre élastique, un espace entre soins et répression qui permette l'accompagnement du patient et où chacun puisse assumer ses responsabilités respectives vis-à-vis de cette loi et conserver en toute sécurité une attitude éthique vis-à-vis du patient. Voilà, c'était important. Merci pour votre écoute. C'était important. Merci Armelle, merci Patrice. Et vos exemples sont démonstratifs de l'effet funambule dans l'alliance collaborative depuis tant d'années, ainsi que le remarquait Renaud entre la répression et la réduction des risques. Et peut-être que maintenant, avec le docteur Abesato, qui est là derrière moi, je vais lui laisser la place. On va pouvoir aborder la problématique de la non-application des lois relatives à l'interdiction du cannabis à Madagascar, justement. Des lois relatives, mais pas d'application, et donc une évolution plus que répressive. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer aujourd'hui de parler de la cannabis et la loi à Madagascar. Je vais essayer. Le cannabis est illégal à Madagascar, bien que sa consommation soit endémique. De nos jours, son utilisation est largement répandue et on estime que la prévalence nationale de l'utilisation de cannabis est tout autour de 9,1%, considérablement supérieure au taux de prévalence mondial. Cependant, l'utilisation traditionnelle semble en un déclin, alors que l'utilisation récréative augmente, en particulier dans les régions rurales. Les arrestations pour possession de cannabis sont rares à Madagascar, mais toutefois, la possession illégale peut donner lieu à des peines d'emprisonnement, et les peines pour trafic peuvent être très longues et comporter des amendes élevées. Toutefois, les données détaillées concernant les arrestations, les peines de prison pour des faits liés au cannabis ne sont pas souvent consignées. La population rurale est généralement très démunie et le revenu du cannabis est vital pour de nombreuses familles d'agriculteurs qui sont très pauvres et attendent tout simplement les revenus pour vivre. La majeure partie du cannabis produit à Madagascar est destinée à la consommation domestique, même si quelques signes semblent indiquer que le cannabis produit localement peut trouver un débouché dans les îles voisines comme Maurice, Réunion et probablement aussi en Afrique occidentale. Une grande part du commerce du cannabis à Madagascar est réalisé par des commerces isolés ou des familles plutôt que les organisations criminelles à grande échelle, communes à la plupart des autres nations d'Afrique australe. La côte malgache, comme je vous ai dit hier, est peu surveillée et le cannabis peut être transporté vers l'île voisine et vers le continent relativement facile. Des mesures de répression ou interdiction de culture et de consommation de cannabis existent à Madagascar depuis le XVIIIe siècle sous André Merne.
Même le Code de 305 articles promulgué du 29 mars 1881 prévoyait en son article 181 l'interdiction de culture des plantes constituant la source végétale de drogue illicite. Les Malgaches ont d'ailleurs un vieil adage qui dit « Nirungun de takn buzaka, karadurana vomaika maniri », ce qui veut dire « Le cannabis est comme la mauvaise herbe, plutôt la brûle, mieux elle pousse ». Par la loi 97-039 du 4 novembre 1997 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes à Madagascar. Cette loi qui constitue encore aujourd'hui le support juridique et réglementaire des mesures de répression en matière d'abus de drogue à Madagascar et un cadre juridique adéquat et globalement en harmonie avec les principales dispositions des conventions internationales. Mais nos juristes, nos magistrats malgaches ne sont pas à l'aise du tout avec ce loi. Premièrement, à cause des choix pour eux de condamner un toxicomane, de lui proposer un traitement ou de l'y astreindre est délicat, parce que de la peur de dépendre la réinsertion sociale du toxicomane ou de l'aggravation de son cas, ou si le toxicomane est sous traitement, le suivi d'encadrement pose un problème, surtout dans le pays comme Madagascar. Aussi, la loi n'intervient-elle souvent que pour réprimer, alors que pour réduire la demande des stupéfiants, il faut tabler désormais sur une prévention efficace à travers la mise en place d'une stratégie propre à chaque pays. Dans ces différentes réglementations, la Convention ne consacre leur article qu'à la réglementation des drogues et la répression de leur trafic illicite. Elles sont très discrètes en ce qui concerne des mesures contre leurs abus. Deux idées sont avancées. D'une part, les partisans d'une répression systématique répondent qu'une interdiction n'est plus qu'une recommandation grand effet et que la sanction est l'affirmation solennelle de la dangerosité des drogues. Et d'autre part, les non-partisans estiment que la toxicomanie est une maladie et qu'il est anormal de punir un individu parce qu'il est malade. Il existe un autre problème très délicat qui est celui de proportionner la nature, le quantum de la peine, suivant que les drogues sont classées à haut risque ou non, qui, si on veut vraiment détourner les personnes de l'expérience, il y a des lieux de les sanctionner d'une même peine. Il faut peser la décision entre condamner le toxicomane ou de préférer une mesure de traitement appropriée à son cas. Parce que la condamnation systématique peut lui être fatale. Au lieu d'être une personne qu'on pourra réintégrer dans la société, leur détention dans une prison pourra aggraver son cas. Pour de nombreux États, la détention pour consommation personnelle est sanctionnée en premier lieu pour conduire les toxicomanes à se faire soigner pour y échapper. Il convient de noter que les conventions admettent que les traitements puissent remplacer la condamnation ou la peine, mais elles ne prévoient pas qu'ils puissent se substituer à la poursuite. De fait que les conventions ont retenu la combinaison de répression-traitement, un large choix est laissé aux toxicomanes de préférer la condamnation au suivre d'un traitement. C'est-à-dire qu'à l'analyse, on voit que c'est une sorte de traitement forcé. Même si on constate que le traitement forcé n'a donné que de très modestes résultats, la guérison d'un toxicomane est trop difficile à obtenir pour que l'on puisse renoncer à celui-ci. Pour le suivi de traitement, le schéma
multidisciplinaire de traitement trouve sa place dans les mesures où des différentes étapes de processus de guérison, en commençant par le dépistage jusqu'à la réinsertion sociale des anciens usagers de drogue, sont effectuées par des spécialistes issus des différentes disciplines, alors qu'à Madagascar, les spécialistes ne sont pas encore en vogue, ni même très peu. Donc, c'est là le vrai problème Madagascar en conclusion. Est-ce que les juristes ou les magistrats peuvent appliquer la loi tout d'un coup, ou on va attendre la prise en charge de l'État face à ce problème de cannabis, loi obsolète, la non-application, et Madagascar est là actuellement. Merci à tous et à toutes. Merci, docteur Abesato. On voit aussi qu'il y a du funambulisme entre la répression exclusive quasiment sur Madagascar et peut-être le besoin de prise en charge et de formation qui n'existe pas encore, quoi. On en est au début glorieux en France, à l'époque où la méthadone n'avait pas encore droit de citer. Merci. Merci. Ben, on va passer à un exemple plus proche de nous, avec Madame Lahotte, Nathalie, intervenante du secteur médico-social et qui travaille à gagner une case, à Londres, et pour le retour d'une expérience d'intervention auprès des usagers dans le cadre d'un service d'accompagnement dans et vers le logement. Merci Nathalie. Bonjour, donc je suis Nathalie Lahotte, éducatrice à l'association Allons dehors. J'interviens au service logement et je suis référence du dispositif Gagne un case de la zone nord-est, qui couvre la partie de Saint-Denis jusqu'à Sainte-Rose en passant par Salazie et la plaine des Palmistes. Ma mission première au sein du service est de proposer un accompagnement socio-éducatif qui vise à favoriser l'inclusion sociale de la personne par le biais du logement et ainsi qui vise à favoriser sa participation à la vie sociale. Ceci au travers d'une approche globale et répondant à une notion de santé. Je propose ainsi des accompagnements de type AVDL, accompagnement vers et dans le logement, et de l'IML, de l'intermédiation locative. Le dispositif s'inspire des principes du Housing First, qui est repris en France sous le terme du logement d'abord. Cela consiste à proposer un accès au logement sans condition à des personnes sans abri ayant des besoins complexes, cumulant des problèmes de santé, des maladies mentales et des problématiques d'addiction. J'interviens donc auprès d'un public majeur souffrant de troubles psychiques sévères et durables en situation de sans-abrisme. Cette année, sur les 23 personnes que j'accompagne, 18 présentent une comorbidité liée aux addictions. Le produit premier consommé trouvé est l'alcool, suivi du binôme cannabis-alcool, puis le cannabis seul. On retrouve aussi les médicaments détournés de leurs usages. Et en dernière position, les drogues festives, telles que la MDMA, la cocaïne, voire aussi la chimique, mais aussi la chamane. Sur la thématique prendre en charge les addictions avec le droit plutôt que malgré le droit, ou contre lui, je souhaite mettre en avant un questionnement, une réflexion que j'ai sur ma pratique professionnelle, qui est que régulièrement je me retrouve dans mes fonctions d'éducatrice du service logement, amenée à proposer des accompagnements à la réduction des risques, et ces accompagnements m'amènent parfois à la limite du cadre, de la loi, de mes fonctions. Je vous propose donc de vous présenter 3 cas cliniques qui me semblent significatifs pour étayer ce questionnement. Premier cas. Lors d'un accompagnement avec Monsieur X, qui nous a été orienté par le XAPA de Saint-André, je me rends compte que son état de santé est altéré, il est pâle, transpirant, puis grelottant, il me dit avoir des maux de crâne, des vomissements, qu'il est déprimé, qu'il a des envies de suicide. Ce monsieur venait juste d'acquérir son logement. Donc je le questionne pour essayer à trouver une raison à son état et à y mettre des mots. Il finit par m'avouer avoir consommé depuis plus d'une semaine de la cocaïne et de la MDMA. J'engage donc avec lui un entretien sur de la réduction de risque, à savoir, je lui explique les interactions, les effets des mélanges entre les différentes typologies de substances psychoactives. Je lui mets aussi en avant les interactions, les risques qu'il encourt en mélangeant ces substances et son traitement, et l'incidence que cela apporte sur son état de santé au vu de son trouble psy. Je le questionne sur la qualité des produits consommés, à savoir est-il pur, de savoir s'ils ont été coupés, s'il a l'habitude de consommer ce genre de produits. Puis je le questionne sur sa méthode de consommation. Et là, il m'explique avoir sniffé et avoir partagé avec d'autres consommateurs le même billet d'argent. Je l'interpelle donc sur sa prise de risque,
sur leur prise de risque qu'ils ont eue en partageant ce mode de consommation et des possibilités de transmission de maladies. Je lui explique qu'il y a des possibilités de consommer plus propre, du moins de façon moins risquée, à savoir l'utilisation de paille à usage unique, des kits de sniff et des roulettes à paille. Sur mon précédent poste d'intervenant de rue en addictologie en Carude, j'ai été amenée à distribuer, dans le cadre de mission, ce genre de matériel de réduction de risque. Il se trouvait que j'en possédais encore, donc je lui en ai proposé. Deuxième cas, l'accompagnement de Monsieur Y à sa convocation au juge d'application des peines. Lorsque j'arrive chez lui, je le retrouve angoissé, stressé, il fait les 100 pas, il m'explique qu'il a toujours eu des rapports compliqués avec la justice. Il lui faut absolument son calmant pour pouvoir y aller. Et là, il me sort son rouleau de Zamal et il commence à rouler son joint. Je reprends donc avec lui le fait qu'il a rendez-vous avec la juge d'application des peines, que ce n'est pas du tout approprié de consommer des stupéfiants, surtout qu'elle allait lui présenter ses obligations des soins, qu'il joue donc avec les limites. Je le demande s'il est en capacité de différer sa consommation. Je lui propose de remettre sa consommation après le rendez-vous. Il m'explique ne pas pouvoir et qu'il comprend tout ce que je lui mets en avant. Et dire que du coup, au lieu de fumer son joint en entier, il va fumer juste une taf pour se calmer un peu. Dernier exemple. Lors des accompagnements physiques, j'utilise mon véhicule personnel. Je devais donc emmener une personne à un endroit. Cette personne avait sur lui différents stupéfiants en sa possession dans une boîte pour sa consommation. Au moment de le raccompagner chez lui, il fait tomber sa boîte dans ma voiture. Quand je rentre chez moi après ma journée de travail, je retrouve sa boîte au sol de ma voiture. Le premier exemple met en avant que j'ai proposé du matériel de RDR. Est-ce que cette action ne peut pas être vue par un regard extérieur comme de l'incitation à la consommation? Et où est-ce que je ne suis pas allée au-delà de mes fonctions, de mon cadre? Pourquoi cette question? Je ne suis plus intervenant de rue en addictologie. Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais dû, pour rester dans mon cadre, l'orienter vers le XAPA ou autre service traitant les addictions, avec bien sûr le risque qu'il n'y aille pas? J'ai opté sur une réponse basée sur de la RDR qui me semblait la plus appropriée, permettant de renforcer le lien de confiance et la libération de la parole, et qui m'a permis par la suite d'effectuer un travail pérenne sur ces consommations. Pour le deuxième exemple, j'ai été amenée à accompagner une personne sous l'emprise de stupéfiants face à un juge d'application des peines, et j'étais témoin de sa consommation. Peut-on y voir une forme de complicité? Dans cette situation, différentes réponses éducatives s'offraient à moi. Représenter le cas de la loi jusqu'au bout, aller au clash et ne pas l'accompagner à sa convocation, ou être dans de la réduction de risque, entendre son besoin de taf calmante et l'accompagner et ainsi éviter que son projet ne périclite. J'ai opté ici aussi pour une réponse basée sur de la RDR. Là aussi, le lien de confiance est renforcé et nous avons pu par la suite travailler sur la gestion de ces angoisses et trouver des alternatives légales à la prise de stupéfiants. Pour le troisième exemple, je suis restée une journée entière avec des produits stupéfiants en ma possession à mon insu. Du coup, si j'avais subi un contrôle policier ou douanier, qui sont fréquents dans l'Est, je ne sais vraiment pas comment je me serais positionnée face à la loi. Me dédouaner en expliquant que cela appartient à l'une des personnes que j'accompagne et être dans de la délation. Je n'ai toujours pas de réponse à ce questionnement. En tout cas, le constat est que dans ma pratique, par choix d'une posture professionnelle, de penser en premier lieu au bien-être de la personne, je me retrouve bien souvent à les accompagner malgré leur consommation et avec leur consommation. Cela en me mettant à la limite du cadre, de la loi, de mes fonctions. Ceci dans l'optique finale de pouvoir ramener les personnes dans le cadre, dans la loi et vers une démarche de soins. Merci. Merci Nathalie, c'était une excellente démonstration de la légitimité, de la légalité et de la pratique de la loi, allant de la loi répressive jusqu'à la loi future sur la réduction des risques et des dommages. Je pense que c'était superbe. Nous, on va passer maintenant, toujours dans le cadre de notre funambulisme entre ces deux cadres, vers Madame Gindreau et Monsieur Durand, donc à la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, et pour parler, je pense, des jeunes consommateurs, et puis surtout de la cohérence des actions d'équipe avec la notion de contrainte chez les jeunes. À vous. Débrancher le micro. Ouais. Donc Frédéric Durand, je suis directeur du CEMO de Saint-Denis, CEMO Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert, à la protection judiciaire de la jeunesse. Je vais vous expliquer un peu les missions de la protection judiciaire de la jeunesse pour que
dans la problématique qui est la nôtre, on puisse bien comprendre la difficulté à être à la fois donc exécutant judiciaire et puis dans l'éducatif auprès de jeunes mineurs délinquants et en protection. Donc pour rappel, hein, c'est le décret du 9 juillet 2008 qui charge la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et la concertation donc entre les institutions qui interviennent à ce titre. Donc la PJJ intervient aussi dans la conception des normes et surtout dans la garantie d'une aide à la décision judiciaire. Donc on travaille principalement avec les tribunaux pour enfants. La PJJ assure également donc la prise en charge de mineurs et de jeunes majeurs qui ont commis des actes de délinquance dans 3 axes, hein, donc en milieu ouvert, dans le cadre de l'insertion et également dans le cadre de placement en foyer. Les spécificités de la justice des mineurs, hein, pour rappel, donc c'est une justice spécialisée avec une publicité restreinte, hein, des audiences réservées, l'excuse de la minorité, le caractère exceptionnel de l'incarcération, et puis aussi une limitation de la responsabilité pénale, évidemment. Voilà, donc ça c'est pour vous donner rapidement quelques notions de qui on est. On est donc à la croisée hein, des 4 axes hein, que sont le judiciaire, l'éducatif, le social et le sanitaire. Et on a donc ce double défi hein, qui est d'apporter de l'aide, donc une aide par définition contrainte, à des adolescents. Hein, donc des adolescents qui, comme tout le monde le sait, attendent après personne de l'aide, sont souvent sourds, et pour notre public c'est un peu le cas à la parole des adultes. Voilà, donc un double défi, hein, une aide contrainte et un public particulier. Diane reviendra sur cet aspect principal de notre action. Moi, ce que je voudrais vous parler, c'est plus parmi donc toutes les actions qu'on développe auprès de ce type de public. On a donc, ça a été évoqué hier, hein, les stages de sensibilisation au danger de l'usage des stupéfiants, qui est donc une mesure alternative aux poursuites. Donc, on a des jeunes mineurs qui ont été appréhendés pour consommation, détention, hein, voilà, du classique. Et voilà, pour classer l'affaire, ils vont venir pendant 2 jours dans les locaux du STEMO pour avoir un certain nombre d'informations. Donc ce stage qui est prévu hein, par le code de procédure pénale, hein, il y a deux volets en gros. Donc le volet légal qui est assuré donc chez nous par la brigade de prévention de la délinquance juvénile, et puis le volet sanitaire qui est assuré brillamment par le réseau OT, voilà, avec qui on travaille depuis des années. Donc on a bien dans ce stage hein, les deux aspects comme ça qui se côtoient, qui se confrontent pas justement, parce que l'idée c'est bien qu'on arrive à les articuler l'un avec l'autre. Pour autant c'est la première difficulté hein, c'est quand même d'être crédible vis-à-vis d'un public assez critique, bien sûr, puisque d'abord ils voulaient pas être là. Un stage donc qui se déroule sur 2 jours, atelier photolangage au démarrage, intervention donc du réseau T sur la notion de plaisir. On démarre aussi par là. Alors voilà, c'est une porte d'entrée qui fonctionne hein, clairement. Et puis après, bien sûr, sur l'explication de les faits, pourquoi les faits, comment les faits. Et puis le lendemain, donc on a les gendarmes qui viennent en uniforme et qui expliquent voilà, qu'est-ce qu'il en est de la loi et du respect de la loi. Donc on arrive toujours, comme ça a été dit à plusieurs reprises, hein, sur ce fil là, tel des funambules, à apporter ces différents éléments. La difficulté, je disais, c'est la crédibilité. La première crédibilité, je disais, la difficulté de la parole de l'adulte déjà auprès de l'adolescent par nature. Et derrière, d'un sujet qui est particulier, et là je voudrais parler un peu de la spécificité de la Réunion, et notamment du ZAMAL. On est quand même donc dans un département avec une particularité. On a expliqué que le cannabis est consommé partout. Moi, je voudrais juste donner voilà deux petits exemples comme ça pour illustrer l'appréhension du ZAMAL et la législation autour de la consommation de ce produit et telle qu'elle est vue par les jeunes. Donc la plupart ont conscience, hein, ont connaissance de l'interdiction de la loi quant à la consommation, détention et ce genre de choses. Après, dans ce qui est leur réalité, et ce qui est
qualité à tous ici à La Réunion. On a, au-delà d'une banalisation de la consommation, on a une utilisation au départ quand même traditionnelle du zamal dans la pharmacopée locale. Moi, je me souviens en 2005-2006, lors de l'épidémie de chikungunya, les seuls produits qui étaient à peu près efficaces à l'époque dans ce qu'on disait, c'était effectivement des tisanes de grand-mère dans lesquelles il y avait du zamal. Donc il y a cet aspect-là qui remonte déjà donc à quelques années. Et puis je prends un exemple là qui date de la semaine dernière. J'étais au CLSPD, donc Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, dans une commune, voilà, que je ne citerai pas, où l'élu s'offusquait des débordements qui avaient pu que des jeunes avaient fait dans un quartier dans le cadre de la soirée d'Halloween. Je parle pas du chaudron, hein, pour que ce soit clair. Donc voilà, ils s'offusquaient, hein, la dangerosité des jeunes, toujours plus violents, toujours blablabla. Bon. Donc la police était très attentive. Et puis, dans un deuxième temps, il expliquait que, par contre, il fallait pas venir ennuyer quand même les citoyens qui, voilà, avaient 3-4 pieds dans leur jardin, 2 zamal, mais bon, c'est pour les coqs, vous comprenez. Bon voilà, cela faut vraiment pas, voilà, faut pas, hein, parce que après ils viennent se plaindre aux élus et c'est pénible. Donc voilà, c'est 2 exemples pour apporter quand même un regard particulier sur la place du zamal à La Réunion et la difficulté qui est la nôtre, hein, clairement, face à des adolescents dont le père, le grand-père et la grand-mère, voilà, utilisent cette plante qui pousse comme on sait, comme du chanan, effectivement, et en fait être toujours dans le cadre de la loi. Je rappelle que donc voilà, le SDUS, hein, je disais alternative aux poursuites. L'objectif de cette mesure, c'est la lutte contre la récidive. Donc concrètement, on est en alternative aux poursuites. S'il y a récidive, là il y aura poursuite, puisque le délinquant aura déjà bénéficié d'une première chance, hein, d'échapper aux poursuites, et donc en gros il n'a rien compris puisqu'il continue. Donc on a effectivement cet objectif-là, qui est l'objectif judiciaire, légal, qui est à l'origine de la mise en place de cette mesure. Et puis on a l'objectif qui est le nôtre, pour le coup, hein, qui est donc en lien avec tout ce qui a été dit, qui est la réduction des risques et surtout le contrôle de la consommation. Moi, j'ouvre ce stage et je le ferme également. Et c'est ce que je dis en ouverture. Je le dis clairement, hein, déjà, je leur dis voilà, aujourd'hui l'objectif c'est pas que dans 2 jours, après 2 jours de stage, vous sortiez et que vous touchiez plus jamais un joint ou vous preniez plus ce type de produit parce qu'on sait que c'est complètement irréaliste. L'objectif c'est que vous appreniez à réguler votre consommation, à pouvoir choisir les moments de cette consommation, la quantité de cette consommation, et puis surtout que vous soyez, quand vous consommez, vous puissiez consommer en étant éclairé sur cette consommation, sur les effets et sur les dangers aussi de cette consommation, parce que les dangers sont réels. Donc voilà, donc c'est à travers sur le thème avec contre la loi, on va dire qu'on se sert de la loi, on se sert de ces délits commis pour apporter cette information, apporter cet éclairage à ces jeunes, parce que bon l'objectif de la PJJ comme toutes les institutions qui s'occupent des enfants et des adolescents, hein, c'est bien d'en faire des citoyens informés, éclairés, hein, qui soient à même de juger au mieux de ce qui est bon ou moins bon pour eux, et de pouvoir aussi communiquer, parce que c'est aussi notre objectif, et je le dis également, hein, dans le cadre du stage, informer auprès de leur famille, parce qu'il y a aussi donc, une consommation à l'intérieur de la famille qui est importante. Donc informer leurs parents, leurs petits frères, leurs petites sœurs. Donc on a ça c'est vraiment l'objectif, c'est la primauté de l'éducatif, hein, c'est l'ordonnance de 45 qui le définit pour la PJJ. Hein, on est au pénal, on est dans la mise en place de la décision judiciaire, mais on est d'abord et avant tout sur le volet éducatif, et c'est ce qui nous anime, ce qui nous guide. Voilà donc les quelques exemples et puis ces spécificités donc que je voulais aborder avant de laisser la parole à Diane. Juste pour dire que bon, on se sert de cette loi. Après, je pense que le message il est partagé par tous. Hein. On est quand même sur une loi de 1970, donc 47 ans. Je connais peu de domaines, pas de domaines. Enfin moi j'en connais pas en France, hein, où la puissance normative est quotidienne, la production des normes est quotidienne.
où on n'a pas modifié les choses depuis 47 ans, ce qui paraît une aberration. Voilà, je vous remercie. Et je laisse la parole à ma collègue Gary. Prendre en charge les mineurs qui sont suivis par la PJJ et qui sont consommateurs de substances neurotoxiques avec le droit. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que nous ne faisons pas face là à une contradiction insoluble? Mettons-nous un instant dans la peau de l'un de nos jeunes. Comment le dispositif qui m'a puni, qui m'a envoyé dans la galère, qui me prend la tête, comment ce dispositif pourrait-il être celui qui va m'accompagner et qui va me sortir de cette galère, alors que de mon point de vue, c'est lui-même qui m'y a envoyé? La loi, le système, les magistrats, éducateurs, soignants ne sont pas, de principe, considérés comme des alliés, mais vont plutôt susciter de la méfiance, de la défiance. Prendre en charge avec le droit, ça suppose de le considérer comme un outil et comme un moteur, et non comme une menace. Comment allons-nous pouvoir opérer ce changement dans l'esprit du jeune? Nous accompagnons des mineurs dans un cadre contraint, quelle que soit la mesure. Bien souvent, lorsqu'il y a une consommation problématique, connue, une obligation de soins va s'ajouter à la mesure. Donc on a des injonctions qui vont se juxtaposer sur les épaules du jeune. L'enjeu, ça va être de transformer ces injonctions en possibilités. Mais comment? C'est là qu'on touche au cœur de la mission éducative de la protection judiciaire de la jeunesse. Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes? Un respect strict de la règle ou un développement de son esprit critique, au risque d'un franchissement des lignes? Je fais de la rhétorique, j'en conviens, c'est volontaire. Mais ça permet de mettre en lumière les limites de toute posture trop rigide. La relation éducative, elle suppose qu'on maîtrise le dispositif, qu'on maîtrise la règle et qu'on ait une posture solide. Il faut nécessairement avoir des valeurs et des convictions professionnelles, il faut la faire respecter, cette règle. Mais ça suppose également une souplesse, une adaptabilité et une ouverture, quand bien même on pourrait être heurté dans nos valeurs. Il va s'agir de jongler entre le normatif et le préventif. L'éducateur, il va chercher à établir une relation avec le jeune. La relation, c'est un lien de confiance, de reconnaissance. C'est un espace de discussion, un espace qui est sécurisant pour le jeune. Mais pourquoi avons-nous besoin de le sécuriser, ce jeune? Parce qu'il a besoin de se questionner. Il a besoin de cet espace-là pour faire des erreurs. Pour faire des erreurs et ne pas être jugé. Franchir la ligne, jouer avec le cadre et ne pas être blâmé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le sanctionner, mais ça veut dire qu'on va essayer de mettre du sens derrière tout ça. Et c'est ça qui va l'aider à avancer. La loi ne se suffit pas à elle-même. De même que comprendre un risque grâce à la prévention ne va pas suffire à donner l'envie de l'éviter. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler avec le jeune pour développer ses compétences et ainsi diminuer les risques qui sont liés à sa consommation. On va mettre en place des interventions actives, photolangage, théâtre, sport, musique, impliquant tout son environnement. Et c'est dans ces interventions qu'on va s'appuyer sur les réseaux de soins et de prévention qu'on a déjà cités. L'adhésion du jeune, c'est un processus dynamique et évolutif. Il a besoin d'être guidé et soutenu dans cette démarche. Il va être mis en situation de s'interroger sur ses consommations. On va l'aider à essayer de devenir un sujet responsable. On va se remettre dans la peau de ce jeune. Je résiste, je franchis la ligne, je veux m'affirmer, j'ai pas envie du tout d'adhérer à ce qu'on me propose, je veux pas puisque ça m'a envoyé dans la galère, ça me prend la tête, ça m'écrase, voilà, j'ai pas envie. Et pourtant, face à moi, j'ai une équipe éducative, j'ai un réseau de soignants, j'ai des partenaires qui vont m'écouter, qui vont me voir flancher, qui vont me voir trébucher et qui vont être en permanence là, à essayer d'échanger avec moi, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je continue de ne pas respecter, de franchir les lignes, j'avance, je recule, ça va être que ça, c'est un jeu d'eux, parce que insidieusement, ça va se faire une place dans son esprit, il y a quelque chose qui va se passer. Mais plus quelque chose se passe, moi on a envie que ça se passe, donc voilà, c'est j'avance, je recule. De ces allers et retours du jeune, de cette didactique, va naître la possibilité. La loi, elle va insidieusement se positionner différemment dans son esprit,
parce qu'elle va s'opposer aux jeunes immuables et parce que l'action éducative va y mettre du sens. Le jeune va progressivement comprendre que le droit, ce n'est pas le pouvoir d'un adulte qui s'oppose à lui et qui est là pour l'opprimer, mais c'est un ordre symbolique, structurant, qui peut permettre et non seulement le limiter. Toute la portée de la problématique posée, c'est d'accompagner le jeune consommateur dans sa construction de sujet, qui va comprendre le soi, le risque pour lui-même, et qui va comprendre l'autre et le risque pour autrui, sa famille, la société. Il va être capable de penser sa consommation autrement. Et il va également, progressivement, grâce à l'action éducative, intégrer le droit, non pas parce qu'il est contraint de le faire, mais parce qu'il aura appris à le comprendre. C'est un vœu pieux, mais en tout cas, c'est notre objectif. Merci. Merci beaucoup à la PJJ donc de nous avoir offert un aperçu sur les espaces cognitifs qui permettent de remettre en cause effectivement la perception avec le cadre des lois et des interdits. Et on va continuer avec, s'il en est prêt, notre ami le docteur Apavopoulet et madame Laderval de l'UPLU sur ces expériences de contraintes aussi à travers les urgences hospitalières. Merci. Bonjour à tous. Donc je me présente, Madame Laderval, donc infirmière coordinatrice à l'unité de psychiatrie de liaison et d'urgence sur Bras-Fusil. Moi pour ma part, j'interviens donc avec le docteur Apavopoulet donc dans les services d'urgence du GHER et souvent on est confronté donc à prendre en charge, à évaluer donc sur le plan psychiatrique donc des patients qui arrivent sous l'emprise de toxiques. Donc on va vous parler donc de la prise en charge d'un patient polytoxicomane dans le cadre de soins sans consentement. Donc je vais passer donc la parole au docteur Apavopoulet qui va bien vous expliquer donc vous exposer donc un cas clinique. Bonjour à tous, donc je suis François Apavopoulet, donc psychiatre à l'EPSMR et médecin-chef du pôle Est. Je suis aussi expert en santé mentale au sein du conseil scientifique de Saomé. Et donc voilà, on va vous présenter ce petit cas clinique donc d'un patient qu'on a rencontré aux urgences en début d'année. Alors il s'agit d'un patient donc, de 22 ans, sans antécédents psychiatriques connus, qui est amené aux urgences par les forces de l'ordre suite à un passage à l'acte hétéro-agressif violent sur un de ses voisins. Cliniquement, aux urgences, on est face à un patient sténique qui tient des propos délirants de persécution avec une absence totale de critique et qui formule des menaces de mort vis-à-vis de son entourage. On a des attitudes d'écoute lors de l'entretien et le patient reconnaît une polytoxicomanie associant alcool, cannabis et médicaments détournés de leur usage. Donc rapidement, après discussion avec l'urgentiste, le patient reçoit une sédation chimique, on doit poser aussi des contentions physiques et il est transféré ensuite en soins à la demande du représentant de l'État à l'EPSMR, donc au vu de son état clinique directement en chambre de soins intensifs psychiatriques, qui correspond en fait à la nouvelle appellation des chambres d'isolement. Concernant sa prise en charge à l'EPSMR, donc pendant les premiers jours, son état clinique nécessite le maintien en chambre de soins intensifs puisqu'il reste toujours très sténique et inaccessible à tout entretien. Après la prescription d'un traitement médicamenteux adapté à base de neuroleptiques et de benzodiazépines, progressivement, on va dire que ça s'améliore, mais tout en restant quand même inadapté au départ. Et ça justifie le maintien des soins sous contrainte à l'issue de la période d'observation de 72 heures. À la fin de sa première semaine d'hospitalisation, donc en absence totale de consommation de toxiques, on note une nette amélioration comportementale qui permet la levée de la chambre de soins intensifs, une disparition des symptômes psychotiques, et cette amélioration clinique permet un réajustement du traitement prescrit avec une baisse progressive des doses. On peut également commencer un travail avec la famille, on fait des entretiens conjoints, patients, entourage, et là on se rend compte que les parents sont vraiment démunis face à ces troubles du comportement chez leur fils qui durent maintenant depuis plusieurs mois. Après 15 jours d'hospitalisation, en l'absence de symptômes qui justifient la poursuite d'une hospitalisation complète, le psychiatre demande la levée des soins sous contrainte, donc à la demande du représentant de l'État, et on propose au patient un suivi ambulatoire avec relais sur le CMP et une orientation vers le service d'addictologie du GHER.
Jusque-là, on peut penser que tout va bien, sauf que dans les suites de la sortie, dès les premiers jours, le patient reprend ses consommations habituelles. Il ne se présente jamais ni au CMP ni en addicto. Et on peut noter qu'il s'inscrit dans aucune démarche de soins. 2 semaines après sa sortie d'hospitalisation, les troubles du comportement réapparaissent de façon majeure, avec une agressivité au domicile et des violences sur son père. Il se met également en danger, il met en danger la vie d'autrui avec des conduites de véhicules sous effet. Et dans ce contexte-là, il est à nouveau interpellé par les forces de l'ordre et transféré aux urgences du GHER avec une sacrée escorte, puisqu'il y avait 5 gendarmes, pas rassurés du tout, puisqu'on était face vraiment à un monsieur sténique et qui peut être très violent. Donc là, notre équipe est à nouveau appelée pour évaluer le patient, et on note vraiment une demande insistante des forces de l'ordre pour, entre guillemets, se débarrasser du patient, et ne surtout pas le prendre en charge eux. Donc du coup, il y a une demande insistante qui est faite à l'urgentiste et au psychiatre pour une nouvelle hospitalisation du patient en SDRE. Donc n'ayant pas d'autres possibilités, le patient est à nouveau orienté vers le PSMR, toujours en soins sous contrainte. Le déroulement est similaire à la première hospitalisation, puisqu'au départ il est placé en chambre de soins intensifs, le temps de se calmer un peu, le temps du sevrage. Et petit à petit, quand son état clinique s'améliore, on peut lever la chambre d'isolement et ensuite les soins sous contrainte. Et petit à petit, on se rend compte en discutant avec le patient, quand il redevient cohérent, après disparition de ses symptômes psychotiques, on note des traits de personnalité psychopathique. Le patient vraiment nous décrit une pleine conscience de ses actes. Lui, il revendique un mode de vie instable, avec des comportements hors la loi. Il a à présent compris le concept, donc il se dit intouchable vis-à-vis de la justice, même s'il commet un meurtre, il sait qu'il ne sera jamais condamné, mais qu'il sera plutôt orienté vers l'hôpital psychiatrique. Donc au passage, faire quelques mois en psychiatrie, ça ne le gêne pas beaucoup. Et il nous rappelle l'absence d'envie de réduire ou de mettre fin à ses consommations. Donc face à ce tableau clinique, le psychiatre demande une levée de la SDRE immédiatement. On programme une sortie de l'hospital complète et on fait un signalement au procureur de la République sur la dangerosité du patient, l'absence totale de démarche de soins et le côté où il ne doit plus être réorienté vers la psychiatrie, a priori. Donc, pour terminer, j'ai voulu qu'on essaie de partager quelques réflexions. Donc, ce que peut nous inspirer ce cas clinique, c'est que la collaboration entre santé mentale et force de l'ordre reste compliquée. On est, en tant que professionnel de santé mentale, on est quand même lié au secret médical. Donc, on peut pas tout dévoiler. Les points de vue sont même carrément opposés, puisque pour les forces de l'ordre, ils sont face à un patient qui est fou. Donc, du coup, la cause les intéresse peu. Alors que pour les psychiatres, on est face à une psychose pharmaco-induite. On peut également s'interroger sur la collaboration santé mentale justice qui reste à renforcer pour moi au niveau de... Moi je me pose toujours la question, et je pense que c'est partagé par pas mal de mes collègues psychiatres, sur l'intérêt des injonctions ou des obligations de soins. On voit souvent un afflux de personnes sur les CMP qui arrivent avec des jugements où ils doivent venir en consultation au CMP pendant 18 mois, 24 mois, etc. Mais on se rend compte qu'il n'y a aucune démarche vraiment spontanée de leur part et ils viennent simplement récupérer une attestation de présence. Nous, en tant que santé mentale, on aimerait bien aussi à un moment qu'il y ait un travail qui soit fait pour qu'on puisse savoir les suites qu'il y a à un signalement au procureur, comment c'est traité, est-ce que c'est forcément respecté, l'avis du psychiatre est forcément respecté. Et moi, pour conclure, je dirais moi je vois un intérêt certain à un rapprochement entre la dictologie, la santé mentale et la justice. Sur le pôle Est, on a mis en place une collaboration efficiente avec le service d'addictologie du Dr Lederer. On a également voulu, avec le cadre de pôle et la direction, mettre en place une réunion de travail il y a 1 an avec les responsables de la gendarmerie du secteur Est. On n'a pas encore réussi à rencontrer les forces de police, mais je pense qu'il faudrait également. Et puis on a débuté une collaboration avec la vice-procureure, Madame Bress, par rapport à tous ces cas de patients polytoxicomanes qui sont vraiment très compliqués à prendre en charge. Et on va dire que sur l'année, on en voit une dizaine à peu près comme ça. Voilà. Merci François. Merci. Ça, c'est une forte remontée d'expérience sur des troubles comportementaux narco-induits et dans lequel effectivement la difficulté est de comprendre entre les gens intervenant dans le champ de la loi, celui de la santé mentale, de l'addiction, de quoi on parle et quand on en parle, quoi. La répression ou les lois là-dessus n'ont pas grande portée.
On va pouvoir poursuivre avec nos conseillers de probation et d'insertion, M. Alamelou et M. de Marquette. C'est moi, je suis tout seul. Ah, M. de Marquette a été appelé ailleurs. Donc, José Alamelou, je travaille au service pénitentiaire d'insertion de probation en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion de probation. C'est un peu compliqué, mais dans la pratique, c'est simple en fait. Ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que je suis à La Réunion et plus d'une vingtaine d'années que je suis dans l'administration pénitentiaire. Donc on va essayer de poser le cadre. Je remercie d'abord le docteur Apavopoulou de m'avoir tendu une perche un petit peu compliquée à saisir, mais on va essayer. Alors nous, travailler avec ou contre ou malgré, on n'a pas le choix, on travaille avec, puisqu'on est partie prenante d'une décision de justice. Cette année, les SPIP ont 18 ans, on est majeur, on est grand. Avant, on était sous la tutelle, pour ceux qui travaillaient en milieu ouvert, du tribunal, via le juge d'application des peines, et pour ceux qui travaillaient en détention, du chef d'établissement. Maintenant, on est grand, on a nos cadres, on a notre cadre d'intervention, et on essaye de grandir. Donc en fait, j'ai passé assez vite sur la présentation des services, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler pour nous avec la loi. Et on n'a pas d'autre choix. Donc ce travail-là, dans le cadre d'une obligation de soins, je vais le comparer à une obligation de travail. Et je vais faire un petit parallèle en créole pour l'intervenant qui s'était permis une petite digression germanique. Quand on a quelqu'un qui est condamné à une obligation de travail, en général, il vient nous voir sur le premier entretien, il dit « Monsieur, vous avez trouvé un travail pour moi ?» Ben non. Par contre, j'étais orienté vers les personnes qui sont susceptibles de pouvoir te donner du travail. Mais pour le soin, c'est un peu pareil. On essaye de recueillir les impressions de la personne sur cette condamnation, parce qu'en général, il sort du tribunal, il n'a pas compris grand-chose à la condamnation, c'est quoi un sursis mis à l'épreuve, c'est quoi une obligation, la peine est de 4 mois, le délai de 18 mois, c'est quoi, on fait comment. Donc on réexplique tout ça. Ensuite, on explique l'obligation de soins, en quoi elle consiste. Ensuite, on dit qui est susceptible de pouvoir délivrer le soin, suivant la nature du soin, entre guillemets, préconisé par le tribunal. Et normalement, on est censé passer le relais à une équipe soignante. En sachant que, dans l'idéal, il faudrait que l'équipe soignante puisse, à son tour, évaluer l'attitude de la personne, du patient, du coup, qui n'est plus probationnaire, qui n'est plus personne, placée sous main de justice, mais qui devient patient. Et à un moment donné, il faut qu'on se rende compte, qu'on puisse pouvoir croiser les regards, du coup, sur qui est ce patient, qui est ce probationnaire, cette personne placée sous main de justice, qui risque une condamnation, qui risque d'aller en détention s'il ne respecte pas. Et l'essentiel de notre travail consiste à croiser ce regard-là avec les soignants, parce qu'on n'est pas soignant. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est relativement simple si les deux parties veulent bien, à un moment donné, se retrouver autour de la troisième partie, qui est le PPSMJ, le patient, le justiciable. Et si on arrive à faire ça, ben moi je considère qu'on a déjà gagné, sachant que le but final reste quand même, à un moment donné, de prononcer une fin de mesure qui est déjà inscrite dans le jugement et de dire à la personne, voilà, on en a fini, et j'espère juste que vous en avez tiré les leçons qui s'imposent. Je vous remercie. Je voudrais juste terminer en remerciant, parce que d'habitude je suis dans la salle de votre côté. C'est pas très évident à faire, mais je voudrais remercier Cathy Pomar et le docteur Ederer de m'avoir convié à ces travaux, parce que c'est relativement, c'est même plus que relativement, c'est très enrichissant de se retrouver de l'autre côté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Alamelou, et je dois dire qu'effectivement nos échanges sont constructifs dans les réunions qu'on peut avoir au fil de l'année au sujet des patients ou des personnes sous main de justice. Et donc s'approprier la connaissance et le devoir que chaque délinquant, entre guillemets, ou personne sous main de justice vous les amenez à faire. Et donc c'est toutes ces retours d'expérience sur finalement la création d'une alliance collaborative forte, au-delà de la rigueur de la loi. Et en tout cas dans notre zone géographique. Et si on s'éloigne un peu de chez nous, on va avoir les exemples plus spécifiques de Mayotte, avec les difficultés, disons, de délivrance et puis d'appropriation des produits locaux, entre autres ce qu'on appelle le chimique, dont nous parlerons Dr Youssouf, s'il est là, et puis, oui, il arrive, et puis Dr Bissessure pour Maurice. Merci.